juste voilà, hop, l'enregistrement et c'est bon. Je commence. Vas-y, à moins que tu veuilles que j'introduise. Tu peux commencer à introduire, tout à fait. Bonsoir à tous. Donc, on se retrouve pour la troisième masterclass de la Semaine du Goût organisée par l'Alliance française de São Paulo en collaboration avec des différents partenaires et professionnels de la gastronomie française. Et ce soir, on se retrouve avec Philippe pour nous parler du vin et des régions viticoles en France. Merci Marie, merci à l'Alliance française de cette belle initiative. Donc, initiative pour parler, comme le dit, la semaine du goût. Et quand on parle de gastronomie, eh bien, évidemment, on pense à nos vins et à notre culture du vin en France. Alors, je suis Philippe Ormancé, je suis le fondateur de chez France, donc qui est une société qui importe des vins français depuis 2012 et qui distribue sur tout le Brésil au travers d'un site internet, donc pour des particuliers. Et puis pour tous ceux qui ont la passion du vin français, c'est pratiquement exclusivement que des vins français de petits producteurs. Et vous aurez l'occasion de déguster ces vins également samedi, puisque samedi, il y aura pour la Semaine du Goût un événement de gastronomie à l'Alliance française de Faria Lima dans l'après-midi à partir de 13h30. Donc nous serons tous les partenaires à vous faire goûter à la fois nos vins et un certain nombre de jolies choses de la gastronomie française. Voilà. Alors, le propos aujourd'hui, on va avancer, Marie, dans la présentation et de vous présenter donc, de faire un petit tour des régions françaises, parce que quand on parle du vin, eh bien, la France est connue pour une très très grande diversité dans ses vins, et effectivement, avec des grandes caractéristiques, les régions viticoles sont vraiment très différentes, les cépages qui sont utilisés sont très différents, et je vais essayer de vous faire d'une façon simple un petit tour qui va vous donner envie de venir visiter ces magnifiques régions, de découvrir les producteurs et toutes les familles qui vivent du vin aujourd'hui et qui partagent cette passion pour la culture qui est vraiment ancestrale du vin en France. Alors, la présentation est en portugais, mais donc on va parler en français. Bon, il est clair que je ne vous apprends pas que la France est évidemment une des plus grandes régions viticoles au monde, avec une culture qui nous est appris dès que l'on est en France. On est en général dans une région, pas toute, mais où il y a du vin. Donc, ça fait vraiment partie de notre culture. C'est quelque chose effectivement qui est différent au Brésil, hein. Il n'y a pas la culture du vin, même si il y a également des régions viticoles et que le Brésil est déjà devenu un pays producteur avec également des caractéristiques particulières. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de cette différence entre le Nouveau Monde et le Vieux Monde. Donc la France fait partie avec l'Italie, le Portugal, l'Espagne, principalement les grandes terres productrices de vin, sans oublier la Grèce, les grandes terres productrices de vin de ce qu'on appelle le Vieux Monde. Et ce vieux monde, il a une notion très très importante, et ça on va y revenir beaucoup dans ma présentation, c'est la notion de terroir. Parce que lorsque l'on parle de vin, on parle énormément de terroir. Donc le terroir, c'est véritablement la région, c'est quelque chose qui va à la fois incorporer un sol et puis l'homme. Et cette interaction entre le sol et l'homme fait que nous avons des terroirs particulièrement importants en France et qui donnent la richesse à notre vin français. Alors, ce que je viens de dire justement s'exprime là sur ce slide, c'est que le terroir, c'est vraiment la symbiose entre le sol, comme je disais, l'homme, également, puisque l'on parle de sol, d'un climat, parce que les régions françaises sont également à la fois ou dans le nord de la France ou dans le sud, l'est, l'ouest, ont des climats très très variés. Et donc, le vin va être le résultat, hein, de ce que le terroir va donner. Donc, des facteurs naturels, hein, le sol, le climat, la pluie, le soleil, et des facteurs humains très importants parce que pour faire un vin, eh bien, il faut qu'il y ait un vigneron derrière,
Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans le métier que je fais, d'importer des vins. Je n'importe pas des vins, j'importe des familles, j'importe au Brésil des passions, des vignerons qui sont derrière leurs vins et qui véritablement donnent le meilleur d'eux-mêmes pour exprimer ce que le terroir leur donne. Donc, c'est très, très important, cette notion de facteur humain, de famille, de vigneron parce que sans un vigneron et sans une terre, eh ben, il n'y a pas un grand vin. Alors, on va donc faire un petit tour d'Alsace, comme je l'ai dit dès le départ, pardon, de France. Et l'ordre des régions n'est pas du tout un ordre, peut-être que c'est alphabétique, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas du tout un ordre commençant par une région plus connue qu'une autre. C'est simplement essayer de voyager à travers les régions principales. Alors, on va commencer par l'Alsace. C'est avec un A, donc l'ordre alphabétique, est bon. Donc, l'Alsace, comme vous le voyez sur cette carte, c'est véritablement la région qui est la plus à l'est et qui est le long d'une rivière qui s'appelle le Rhin. Et de l'autre côté, vous avez la frontière naturelle avec l'Allemagne. Donc vous avez effectivement des vins que l'on va retrouver et des cépages qu'on va retrouver en général des deux côtés, du côté français avec l'Alsace et du côté allemand. Sachant que c'est une région qui a été aussi allemande plusieurs fois, qui est revenue à la France, puis qui finalement est revenue aujourd'hui, au début du siècle dernier, est redevenue française. Donc c'est un petit terroir. Quand on parle de 15 000 hectares, c'est un petit terroir tout en long, comme vous le voyez sur la carte. Euh, donc, c'est effectivement une région qui exporte peu. Donc, comme on le voit, c'est 75% des vins qui sont vendus en France. Et vous avez une particularité, c'est que ce sont pratiquement essentiellement des vins blancs. Donc, vous avez juste le pinot noir qui va être le seul vin rouge d'Alsace. Donc, vous avez, pour ceux qui aiment, voilà, ces sept principaux types de cépages, vous êtes vraiment sur des vins très particuliers qui ne sont utilisés d'ailleurs que dans cette région et aussi du côté allemand, pas nécessairement tous, mais le Gewürztraminer ou le Riesling sont utilisés également du côté allemand. Donc, le Sylvaner, le Pinot Blanc, le Riesling, le Muscat d'Alsace, le Pinot Gris et le Gewürztraminer, ce sont que des cépages de vin blanc. Et puis, vous avez le Pinot Noir, que l'on va retrouver également dans la région de la Bourgogne, qui est donc, la Bourgogne est un peu plus au sud, qui va être le seul vin rouge. Alors, ce sont des vins très particuliers parce que ces cépages sont effectivement issus de ce terroir. Et à part le pinot noir, nous n'allons pas retrouver ces cépages dans les autres régions françaises, contrairement à des cépages qui vont être dits plus communs, ou en tout cas des cépages mondialement connus, comme le chardonnay, le sauvignon blanc ou le pinot noir, qu'on va retrouver dans d'autres régions. Là, vous avez vraiment une typicité de cépages plantés exclusivement, ce qui donne à ces vins blancs un caractère très particulier parce que quand on appelle les vins d'Alsace, vous avez une bouteille particulière, vous avez ces cépages, donc ces bouquets, cette bouche que ces vins ont et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même des grandes différences, même si ces cépages peuvent se trouver du côté allemand. Pour ceux qui aiment beaucoup le Riesling, qui pour moi est le cépage le plus connu, en tout cas de cette région, et aussi mondialement, le Riesling alsacien, il est totalement sec, contrairement au Riesling allemand, qui sont en grande majorité plutôt doux, hein, sauf si on a le Riesling trocken, comme on dit en allemand, qui signifie sec, seco. Mais la grande caractéristique du vin alsacien, c'est véritablement que nous avons des vins exclusivement secs, que ce soit le Sylvaner, le Pinot Blanc, le Riesling. Les trois cépages qui seront plus doux, c'est le muscat, le pinot gris, qui s'appelait avant le Tokaj. Le Tokaj, c'est un très grand cépage qui vient de Hongrie. Et la Hongrie a revendiqué le nom Tokaj. Et donc, aujourd'hui, l'Alsace a renommé tous ces vins blancs à base donc de Tokaj à l'époque, le Pinot Gris.
et le Gewürztraminer, qui est également un vin doux. Voilà. Donc vous avez véritablement une typicité très particulière en Alsace. Pour ceux qui aiment une région un peu continentale, très vallonnée, des villages très fleuris l'été, c'est une région magnifique, magnifique. De toute façon, elles sont toutes belles. Je vais essayer de vous vendre toutes les régions. C'est pas très compliqué. Alors, là, on part totalement dans le sud-ouest pour sûrement la région la plus grande, mais aussi la plus connue au monde, qui sont les vins de Bordeaux. Donc là, vous avez une magnifique photo de la place centrale à Bordeaux, qui est une ville, je pense, après Paris, qui aujourd'hui a fait un énorme travail d'architecture, a retravaillé tous ses docks tout le long de la rivière de la Garonne, et c'est vraiment exceptionnel. C'est très, très, très beau. Voilà, ça c'est le carton postal, comme on dit, la carte postale de la ville de Bordeaux. Je vous conseille d'y aller. Alors, Bordeaux, comme je disais, là, vous avez un très, très grand vignoble, puisque vous avez vu, l'autre faisait 10 000 hectares, là, vous avez 112 000 hectares. Donc, vous avez une grande région, hein. Vous voyez le petit trait de l'Alsace que l'on revoit et la taille de Bordeaux. Donc, vous avez le plus grand vignoble français qui représente 1,5% du vignoble mondial. Donc, c'est quand même un vignoble excessivement, excessivement important. Bon, il se produit évidemment une très très grande production. Vous avez surtout une complexité à Bordeaux, contrairement aux vins d'Alsace qui sont simples, puisqu'il y avait ces 7 cépages. Là, vous avez 65 appellations d'origine contrôlée. Donc, c'est une très très grande difficulté aujourd'hui pour Bordeaux, ce qui explique les difficultés que Bordeaux a depuis quelques années, alors que c'est une région qui a exporté ses vins depuis des siècles parce que c'est un port, Bordeaux, et que, étant sur la mer, ils ont envoyé leur vin, particulièrement sur l'Angleterre, quand il y avait dans l'histoire française une relation énorme entre l'Angleterre et la France. C'est resté toujours une ville de commerce international avec son port, et donc Bordeaux a été exporté très tôt dans le monde entier. Mais dernièrement, par cette complexité, cette lecture difficile de ces 65 appellations différentes, Bordeaux a perdu beaucoup dans sa présence dans le monde. Et aujourd'hui, c'est une région a des difficultés, pas tous les Bordeaux, mais un certain nombre d'appellations, parce que c'est un vin qui est difficile à lire. Et pour les nouveaux marchés comme le Brésil, ben, quand vous avez une bouteille de Bordeaux, vous avez un château, vous avez une appellation, c'est des fois très difficile de comprendre quel est le vin derrière. Bon, par contre, ce qui est clair, c'est que c'est le berceau, hein, des grands cépages que l'on va retrouver dans le monde entier, surtout le Merlot et le Cabernet Sauvignon, qui vont être principalement utilisés dans cette région. Alors, voyez, cette carte montre déjà, pour celui qui veut connaître un petit peu plus ce qu'est le vin de Bordeaux, que ce n'est pas qu'un seul vin. On peut comprendre, on peut se dire, tiens, je vais acheter un vin de Bordeaux, mais ce n'est pas un vin. Vous avez ces 65 appellations, qui sont tous les petits points que vous avez, à la fois du côté, comme on dit, du côté droit, donc la rive droite de la Gironde, pardon, et la rive gauche. Et ça, c'est très, très intéressant de bien faire cette distinction si vous visitez cette région, parce que vous avez sur la rive droite, quand on part vers la mer avec la Gironde qui se jette donc dans la mer Atlantique, là du côté gauche de mon slide, vous avez donc à droite, vous avez surtout les cépages, l'encépagement Merlot. Et de l'autre côté, qui est là donc la rive gauche, vous avez un encépagement surtout en Cabernet Sauvignon. Donc vous avez vraiment cette grande distinction qui fait que les vins sont différents parce que vous allez avoir des vins plus légers, plus fruités sur la rive droite parce que vous aurez toujours une majorité de Merlot, mais en ayant en général toujours des assemblages. Et du côté de la rive gauche, vous allez avoir toutes ces grandes appellations prestigieuses qui seront toujours avec une majorité de Cabernet Sauvignon. Donc c'est une explication technique, mais qui explique beaucoup la qualité des vins et le fait que vous avez en général sur la rive droite des vins plus faciles à boire, qui vont être des appellations plus simples, donc aussi
d'un prix plus accessible. Et du côté de la rive gauche, vous allez avoir toutes les grandes appellations prestigieuses et ce qu'on appelle les grands crus classés de Bordeaux que vous retrouverez exclusivement sur la rive gauche. Alors, sur la rive droite, vous avez un petit centre qui sort du lot et qui va être très connu dans le monde entier, qui est le village de Saint-Émilion. Et le village de Saint-Émilion, il va être sur la rive droite, donc au milieu de toutes ces appellations moins prestigieuses, et c'est un petit peu la joya, donc le joyau au niveau de la rive droite. Et effectivement, vous avez donc tous ces Saint-Émilion Grand Cru qui sont aussi un autre classement qui n'a rien à voir avec le classement des Grands Crus classés de 1855, qui sont les vins de la rive gauche. Voilà, donc j'ai voulu faire simple. C'est vrai que c'est très compliqué de parler de Bordeaux parce que finalement, c'est une région, la plus grande région viticole, mais elle a une très grande complexité de terroirs parce que chaque terroir a son appellation que vous voyez sur cette carte. Et il y en a 65, donc c'est pas très simple, hein. C'est pas très très simple à comprendre. Mais bon, ça reste une région excessivement intéressante. Bordeaux, comme je disais, c'est une capitale. Après Paris, c'est sûrement la plus belle ville de France. Et je vous incite à visiter Bordeaux. Et de là, eh bien, il faut se promener, il faut partir à droite ou à gauche et découvrir tous ces domaines qui sont absolument châteaux, surtout, qui sont absolument prestigieux. Merci Marie. Alors, l'autre grande région, alors celle-là, je vais en parler particulièrement parce que je suis bourguignon et je suis né en Bourgogne. Donc, on va parler de l'autre grande région viticole, en tout cas au niveau de sa réputation, qui a une réputation mondiale, qui sont donc les vins de Bourgogne. Et là, vous avez le magnifique village de Vézelay en Bourgogne. Alors, allons-y. La Bourgogne, par contre, elle est donc au sud, comme je disais, de l'Alsace. C'est une j'allais dire, région, puisqu'on a 28 000 hectares. Vous voyez, c'est 4 fois plus petit que la région de Bordeaux. Bon, 200 millions de bouteilles, ça reste énormément une très grande région. Et surtout, c'est une région excessivement exportatrice, puisque un vin sur deux se vend à l'international, ce qui explique aussi, par rapport à une petite production, le niveau des prix qui est considéré aujourd'hui comme pratiquement les vins les plus chers que nous avons en France, parce qu'ils sont très demandés et que la région, comme vous voyez sur la carte, elle est effectivement toute petite. Alors, euh, contrairement à Bordeaux, où vous l'avez compris, on a beaucoup d'assemblages avec ces deux grands cépages, le Merlot et le Cabernet Sauvignon, la Bourgogne va faire ce qu'on appelle des vins monocépages, c'est-à-dire que vous avez exclusivement ou presque exclusivement deux cépages qui sont pour les vins rouges le Pinot Noir et pour les vins blancs le Chardonnay. Donc, c'est ce qui fait la grande réputation et peut-être aussi le fait que c'est une lisibilité ou une façon de comprendre le vin de Bourgogne de façon plus simple pour un client international et pour le Brésil aussi. C'est que bah, vous voulez un vin rouge, bah, vous aurez un vin à base de Pinot Noir. Vous voulez un vin blanc de Bourgogne, vous aurez un vin à base de Chardonnay. Alors, il existe euh, une petite exception, il y a toujours une exception à la règle, qui va être l'aligoté, qui est un tout petit cépage qui doit représenter moins de 5% des, du terroir. Et l'aligoté est un vin blanc, en fait, qu'on utilisait à l'époque pour faire ce qu'on appelle le kir, c'est-à-dire que vous mélangez la liqueur de cassis dans l'aligoté pour faire ce a été le grand apéritif, ou en tout cas la grande tradition aussi de recevoir un touriste en Bourgogne avec un verre de kir. Le kir, c'était ce chanoine de Dijon qui a créé cette boisson parce que il trouvait que la liqueur de cassis toute seule, c'était très sucré, mais dans un vin blanc, et à l'époque, la ligotée était beaucoup plus produit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le chardonnay qui a déplanté totalement la ligotée, qui n'est plus, qui est très peu produit, mais qui reste un vin très agréable. Je sais que je vends de la ligotée au Brésil et j'aime beaucoup ce vin blanc qui est totalement différent du chardonnay, mais c'est vraiment une toute petite production. Donc vous avez 60% donc de vin blanc, donc à base de chardonnay,
31% de pinot noir, et il reste une production importante en Bourgogne de ce qu'on appelle les vins pétillants, donc qui peuvent être des créments ou des vins mousseux qu'on va appeler de méthode traditionnelle, donc qui n'auront pas autant de vieillissement sur lit que les créments, mais qui est également un très très grand vin pétillant qu'on peut comparer le crément ou comme le crément d'Alsace à un vin de champagne. Mais simplement, il ne peut pas s'appeler champagne parce que qui n'a pas le terroir en Champagne ne peut pas utiliser l'appellation champagne. Voilà. Alors, nous allons donc parler de Champagne. C'est la transition avec la prochaine région. Donc, le Champagne, qui ne connaît pas le Champagne, je pense que Bordeaux et Champagne, peut-être la Bourgogne aussi, sont de loin les régions les plus connues, évidemment, viticoles de France, qui s'exportent depuis des millénaires dans le monde entier. Et la Champagne est véritablement une région particulière parce qu'elle ne fait qu'un vin, une seule appellation, AOC Champagne. Et je crois, si je ne me trompe pas, on va le voir sur le slide suivant, autour de 300 millions, 350 millions de bouteilles. Donc c'est véritablement une région qui est totalement délimitée dans sa taille et qui fait que le champagne ben, est exporté dans le monde entier et par contre ne peut pas augmenter sa production parce que tout est limité à un peu plus de 300 millions de bouteilles. Donc, vous avez là plusieurs cépages. Donc, contrairement à ce qu'on a vu, la Bourgogne qui est très monocépage, la région de Bordeaux qui est avec vraiment une culture d'assemblage. J'oubliais de dire que l'Alsace, vous l'avez compris, la première région que je vous ai présentée était véritablement une région qui travaille le monocépage exclusivement. Donc vous voyez que par rapport à ces terroirs différents, ces climats différents, vous avez aussi une vinification et une façon de faire les vins qui est totalement différente. Soit on va travailler le monocépage parce que le terroir et le cépage donne au vin une caractéristique particulière, soit vous préférez faire des assemblages parce que ça donnera une complexité plus importante au vin. Et nous avons vu que la région de Bordeaux est pratiquement exclusivement dans cette technique de vinification avec l'assemblage des cépages. Donc, la Champagne est aussi dans une culture d'assemblage. Là, vous allez avoir les trois grands cépages rois de la Champagne qui sont le Pinot Noir, le Meunier, on disait le Pinot Meunier avant, maintenant on dit le Meunier, et le Chardonnay. Donc, ces trois cépages vont véritablement être pour 80-90% des bouteilles de champagne la base de l'assemblage qui va faire un champagne. Donc, le Pinot Noir, le Meunier et le Chardonnay. Vous avez également des bouteilles 100% chardonnay qu'on appellera les blancs de blanc. Et vous pouvez avoir des bouteilles 100% pinot noir qu'on appellera les blancs de noir. Mais c'est peu important, ça va représenter pas plus de 10% de la production. 80, pratiquement 90%, c'est véritablement cet assemblage du pinot noir, du meunier et du chardonnay, ce que vous aurez l'occasion de boire si vous avez l'opportunité d'ouvrir une belle bouteille de champagne. Voilà. Alors, on va continuer notre petit tour de France. On va maintenant descendre dans le sud. Donc là, vous avez une magnifique photo d'Avignon et du pont d'Avignon. Donc, il faut faire attention parce que le pont d'Avignon, on ne peut pas traverser le Rhône, hein. Il a, il est très connu pour le fait d'avoir été détruit. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment l'endroit où tout le monde se promène. Et effectivement, vous avez la Cité des Papes qui est derrière, qui est peut-être là où véritablement nous avons eu la naissance du vin avec la papauté qui est venue s'installer à, à Avignon et qui a planté des vignobles autour d'Avignon, dont évidemment l'appellation Châteauneuf-du-Pape qui est la plus connue et la plus emblématique des vins de Côte-du-Rhône. Alors, la région de Côte-du-Rhône, elle est plutôt très longue. Elle est au sud de Lyon. Elle va de Lyon pratiquement jusqu'au delta du Rhône, hein, qui va donc se jeter dans la mer Méditerranée, le Rhône, au niveau de la région de la Camargue. Là, vous avez donc la deuxième région la plus importante, puisqu'elle est très étendue, et puis elle est surtout dans le sud,
très, très large. C'est une grande région qui va s'établir de chaque côté du Rhône, à la fois du côté des Alpes et du côté du Massif central. Donc 75 000 hectares. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une des régions, comme je l'expliquais, où la plus ancienne, puisque c'est là qu'est né le vin en France avec la papauté. Et vous avez pratiquement exclusivement que des vins rouges à 91% et très peu de vins blancs ou vins rosés. Donc, la grande caractéristique de cette région, c'est que vous avez la toute petite partie au nord, que l'on voit une partie étroite, et puis après la partie autour d'Avignon dans le sud, beaucoup plus large. C'est en fait deux régions totalement différentes qu'on va appeler la région septentrionale du Rhône et la région méridionale. Donc la septentrionale, qui est donc au nord, est une région qui va être très très petite parce qu'elle, ça va être des vignobles qui sont le fleuve Rhône, qui va être en contrebas. Et vous avez des deux côtés, sur des terrains ou à la fois d'alluvions ou de granit, vous avez la Syrah, qui va être totalement une culture de monocépage. Et vous aurez les plus grandes AOC qui sont très connues dans le monde entier. On va dire que ça va être la Pétrus de la côte du Rhône qui est le côte-rôti. Donc l'appellation côte-rôti. Mais ce sont de toutes petites productions. Ça se voit sur la carte. C'est le nord où il y a la flèche. C'est véritablement le nord, c'est très étroit parce que ce sont des vignobles en terrasse, comme je viens de le dire, et c'est très très joli à voir, c'est très particulier. Donc vous allez avoir évidemment l'appellation la plus connue, c'est côte-rôti. Dans les blancs, vous allez avoir le Condrieu. Ça, c'est juste au sud de Lyon, au niveau de la ville de Vienne. Et puis, vous aurez un peu plus bas, un peu plus connu, l'appellation Crozes-Hermitage, qui va être aussi 100% Syrah, et l'appellation Saint-Joseph, qui sera également 100% Syrah. Donc là, vous avez les quatre principales appellations de cette côte du Rhône nord, avec véritablement la prédominance du cépage Syrah. Dès qu'on va arriver dans la vallée du Rhône sud, c'est-à-dire au sud bien au sud de Valence, au sud de Montélimar, et qu'on arrive près de la région d'Avignon, vous allez avoir là exclusivement des vins d'assemblage. Donc vous voyez que c'est très intéressant de voir que même à l'intérieur d'une même région, vous avez des traditions qui font qu'on va travailler ou le monocépage ou l'assemblage. Et ça, c'est véritablement, au long de ma présentation, ce qui dicte un peu et ce qui présente toutes ces différences dans nos techniques de production, liées au terroir, évidemment, et liées à la présence de certains cépages que l'on peut travailler en monocépage, mais pas tous, et certains qu'il faut absolument mélanger pour avoir un équilibre de saveur, un équilibre en nécessaire pour obtenir les appellations d'origine contrôlée. Donc, la région du Sud, vous allez avoir obligatoirement des vins d'assemblage qui auront au minimum deux cépages, le Syrah, qui est utilisé dans le Nord, et la Grenache. Donc, vous allez avoir véritablement un assemblage de Syrah-Grenache qui fait que cette région, elle est aussi facile pour le client brésilien parce que la plupart des vins du Chili, d'Argentine utilisent aussi ces cépages. Et donc, c'est une approche un peu plus facile en termes de palais, en termes de type de vin, qui sont des vins qui vont être plutôt charpentés, avec beaucoup de structure, beaucoup de tanins, et qui sont plus faciles, entre guillemets, à boire par rapport à un consommateur brésilien qui est habitué à ce type de vin au Chili ou en Argentine. Voilà ce que je peux dire sur la région de la Côte du Rhône. Alors, une magnifique région qui aussi a beaucoup d'histoire, qui aujourd'hui est moins connue que, évidemment, la Champagne, la Bordeaux ou la Bourgogne, c'est le Languedoc. Là, vous avez le magnifique Pont du Gard, qui est donc un emblème également de cette région. Cette région va s'étendre donc entre la côte du Rhône et la région de Bordeaux. Donc, on est vraiment dans un sud très aride. Merci Marie de me passer le slide. Voilà. Donc, vous voyez, on est véritablement
en retournant vers Bordeaux, vous quittez la région de Côtes-du-Rhône, vous allez vers l'ouest et vous avez toute cette grande région qui s'étend tout le long de la mer Méditerranée jusqu'à la frontière de l'Espagne, sachant qu'au bout, à la frontière de l'Espagne, nous ne sommes plus en Languedoc, mais on est en Roussillon. Mais c'est une région pour les vins qu'on appelle les vins du Languedoc-Roussillon, même si j'aime bien moi faire la distinction parce que les vins de Languedoc ont une typicité, les vins du Roussillon en ont une autre parce que le Roussillon, c'est déjà presque des vins espagnols puisque nous sommes dans la région catalane française où on parle le catalan aussi, comme on parle la même langue de l'autre côté des Pyrénées en Espagne. Donc, c'est une région assez grande aussi, mais qui doit être la troisième en taille après Bordeaux et la région de Côtes-du-Rhône. Peut-être ou troisième ou quatrième, parce que la région de Loire, donc, que nous allons présenter après, est excessivement importante aussi. Donc là, ce qui se trouve en Languedoc, c'est en fait très particulier parce que c'est une région qui a énormément de cépages anciens. Donc vous allez retrouver effectivement toujours la Syrah et le Grenache, mais vous allez avoir également énormément de cépages autochtones anciens que l'on retrouve aujourd'hui dans des assemblages, pas forcément en monocépage, ça peut exister, mais surtout en assemblage comme le marcellan, qui est utilisé d'ailleurs au Brésil et en Amérique du Sud. Par contre, des cépages qu'on ne voit pas du tout en Amérique du Sud, le pic-poule noir, le pic-poule blanc, le terret noir, le terret blanc. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le macabéou, qui va être utilisé pour des vins blancs. On a véritablement des cépages autochtones très particuliers qui ont été plantés il y a des siècles et qui aujourd'hui reprennent le carignan, j'oubliais, qui est très connu, la mourvèdre aussi. Donc, ils sont des cépages qu'on va retrouver pratiquement exclusivement dans cette région, pas forcément pour faire des monocépages, mais pour avoir un assemblage plus complexe avec le syrah et le grenache qu'on va retrouver pratiquement partout dans cette région de Languedoc-Roussillon. Donc, c'est une région qui est moins connue. C'est une région qui aujourd'hui vaut le détour. C'est une région où je travaille beaucoup avec beaucoup de petits vignerons également très vous voyez, 22 000 vinicolas, vous voyez, le nombre est impressionnant. Donc, vous avez véritablement beaucoup de petites propriétés et avec un rapport qualité-prix qui est très bon parce que ce sont des vins moins connus et donc qui s'exportent aussi un peu moins, mais qui aujourd'hui ont un grand potentiel en termes de qualité et surtout de se faire connaître marketing au niveau mondial. En tout cas, c'est des vins qui plaisent beaucoup au Brésil. On continue. Alors, comme on était d'un côté de la Méditerranée, maintenant on va aller de l'autre côté en allant vers l'Italie et découvrir une région magnifique qui est la région de la Provence, qui a une histoire également très très intéressante avec à la fois les Romains et puis les vins. Donc, nous sommes, que je le disais, en direction, nous allons le long de la mer et également à l'intérieur des terres. Nous sommes donc en direction de l'Italie, mais le vignoble s'arrête bien avant Nice et l'Italie. On est plutôt au nord de Marseille, Aix-en-Provence et de Toulon. Et là, vous avez véritablement des vins très particuliers parce que c'était, mais c'est pratiquement aujourd'hui encore, la première région productrice au monde de vins rosés. Donc vous avez véritablement une très grande particularité. Alors je pense que le Languedoc a aujourd'hui pratiquement à égalité une production de vin rosé très importante, mais la Provence a été toujours le berceau du vin rosé, mais un vin rosé qui n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, un mélange de vin blanc et de vin rouge. Ça, c'est interdit depuis plus de 50 ans en Europe. Le vin rosé est une vinification propre, c'est-à-dire que vous récoltez des cépages rouges ou des cépages pour faire des vins blancs. Et pour les cépages pour faire du vin rouge, vous retirez la peau, vous faites une pression à froid, à 0 degré, et vous obtenez, avec la pulpe qui est blanche, vous obtenez une couleur rose qui est maintenue pour maintenir les arômes
à une température froide, pratiquement près de zéro, dans les premiers moments après la vendange. Donc, ce qui donne à ces vins rosés une caractéristique que seule la Provence a. Moi, je pense que de loin, la Provence est la plus belle région pour faire les rosés parce que ce sont des rosés que l'on ne trouve nulle part ailleurs par rapport à une longueur en bouche, par rapport à une typicité. Des vins qu'on travaille aussi beaucoup de façon organique et biodynamique et qui sont malheureusement un peu chers parce qu'ils s'exportent pratiquement à 50% aux États-Unis. L'Américain est absolument fan de vins rosés de Provence. Et ce sont des vins très typiques parce que les vignobles qui sont près de la mer vont avoir un côté salin. Les vignobles qui sont plus dans l'intérieur des terres vont être beaucoup plus cristallins, vont être plus minéraux. Donc c'est très très intéressant, mais c'est véritablement le berceau du vin rosé. Donc pour ceux qui vont dans cette magnifique région, qui vont voyager à Marseille ou à Aix-en-Provence, au départ surtout d'Aix-en-Provence, vous avez véritablement des routes magnifiques du vin le long de la montagne Sainte-Victoire, à l'intérieur des terres ou le long de la mer, entre Toulon et Saint-Tropez, vous avez énormément de vignobles et c'est le berceau du vin rosé, même s'il existe aussi euh, des vins rouges et des vins blancs, mais qui sont produits en très, très, très peu, de très petite quantité, à peu près autour de 10%. Donc, véritablement, le berceau du vin rosé. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a parlé du Languedoc-Roussillon, on peut parler de la région du Roussillon, qui fait partie de cette grande région, mais qui a cette caractéristique, parce que comme vous le voyez, c'est très montagneux, et on est sur les contreforts des Pyrénées, et de l'autre côté, vous traversez et vous arrivez en Catalogne espagnole. Donc, ce sont des vins qui vont travailler particulièrement envoyé. Donc, c'est toute cette petite région qui va toucher l'Espagne, dont vous avez des villages sur la mer qui sont très anciens, comme Banyuls, Collioure, qui sont très, 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 très beaux. Et comme je l'ai écrit sur le slide, c'est véritablement le domaine de la Grenache. Vous voyez, donc il y a véritablement chaque région va avoir, entre guillemets, son cépage de prédilection et vous avez bon, énormément de cépages anciens aussi, mais le cépage principal, et c'est surtout une région qui va produire pratiquement, vous voyez, il y a 14% de vin blanc, mais on est à 60%, plus de 60% de vin rouge. C'est véritablement des vins rouges. Alors là, très, très structurés, très puissants, parce que vous avez un sol très caillouteux, il y pleut très peu dans cette région. Et donc, vous avez une puissance du terroir et de la grenache qui est absolument exceptionnelle. Si vous aimez des vins, aussi, il faut faire attention, qui sont aussi très chargés en degrés d'alcool. On va arriver sur des vins à 15, voire 16 degrés. Donc, c'est quand même une région particulière pour des vins qui sont dangereux parce qu'on ne se rend pas compte, mais ils sont particulièrement alcoolisés. Mais c'est ce terroir sec. C'est une région qui reçoit très peu de pluie, même si finalement, on pourrait penser que sur les contreforts des Pyrénées, il pleut beaucoup, mais il pleut de l'autre côté. Il ne pleut pas de ce côté-là. Et c'est aussi un problème pour cette région parce que vous avez une production qui diminue parce que les raisins sont finalement n'arrivent pas à grossir, il y a un manque d'eau et donc chaque année aujourd'hui, ils ont toujours 25, 30 jusqu'à même des fois 40% de perte de production, ce qui est un problème et ça c'est le réchauffement climatique qui pose un problème à cette région la plus au sud de la France, hein. On est véritablement le plus au sud et dans un climat excessivement continental et chaud. Nous allons remonter sur, évidemment, une des régions emblématiques de l'histoire de la France et de nos rois, qui est la vallée de la Loire. Bon, là, ici, vous avez le magnifique château de Chambord et les rois de France, tout ils ont surtout fait en sorte que autour de ces châteaux, on plante de magnifiques vignobles pour pouvoir boire, évidemment, des vins d'une qualité exceptionnelle, qui sont ces vins de la Loire, donc d'une région beaucoup plus au nord.
et qui va donner des vins beaucoup plus dans le fruit. Donc là, on parlait du Roussillon. On ne veut pas comparer un vin du Roussillon avec un vin de la vallée de la Loire. Donc la vallée de la Loire, elle a cette caractéristique, c'est qu'elle est excessivement étendue. Donc on a véritablement une région qui doit s'étaler sur plus de 300-400 kilomètres. Donc 56 000 hectares, c'est pas si grand, mais c'est très très long en distance entre, on va dire, les vignobles qui sont le plus à l'est et les vignobles qui sont complètement à l'ouest. Alors, ce qui est très particulier, c'est que vous avez la partie de la Loire qui touche pratiquement la Bourgogne, qui est donc le plus à l'est. Vous allez avoir là les plus grandes régions, ce que l'on appelle, où on plante le pinot noir également, comme en Bourgogne, et le Sauvignon blanc. Là, vous allez avoir la grande spécificité de cette région de Loire. Pour les blancs, mais qui sont à l'est, ce seront les Sauvignons blancs. Et vous avez l'appellation la plus connue, qui est le Sancerre blanc, qui est un des vins de Loire les plus exportés au monde. Assez cher d'ailleurs, parce que la production est toute petite, autour du village de Sancerre, pour ceux qui ont visité. Et on est à 2 heures de Paris. Donc on est véritablement dans la zone la plus à l'est qui va presque toucher la Bourgogne. Et vous avez donc ces magnifiques vins de Sancerre ou de Pouilly-Fumé qui vont être donc dans l'expression 100% Sauvignon blanc. Le cœur de la région qui va être au milieu de mon ballon de rugby, vous allez avoir la ville de Tours, qui est la capitale de la région de la Loire. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle véritablement le vignoble traditionnel des rois de France, où l'on a deux cépages rois, pour les vins rouges, le Cabernet Franc, et pour les vins blancs, le Chenin. Donc si on parle de la région de Loire, vous allez plutôt penser au Chenin pour les vins blancs et au Cabernet Franc pour les vins rouges, parce que c'est véritablement là que s'exprime le mieux le terroir avec le Chenin pour les vins blancs et le Cabernet Franc. Donc là, on va être véritablement dans le cœur de l'appellation des vins autour de Tours, dans les AOC Touraine, autour de Chinon, dans les AOC Chinon, autour de Saint-Nicolas de Bourgueil. Vous avez tous ces vins de Cabernet Franc qui sont excessivement connus et qui s'exportent dans le monde entier. Si on termine la vallée de la Loire, puisqu'en fait, qu'est-ce qui détermine cette région? C'est le fleuve la Loire, hein, qui passe d'abord par Sancerre, puis Fumé, puis qui continue jusqu'à Tours et qui va jusqu'à l'estuaire qui est autour de Nantes. Si on arrive dans la région nantaise, vous allez avoir là beaucoup plus de variétés dans des IGP où on va retrouver du Sauvignon blanc, on va retrouver du Pinot noir, on va retrouver aussi du Cabernet franc, mais là, ça va être beaucoup plus varié. Donc, je pense que véritablement l'expression pour moi des vins de Loire, c'est à la fois au début du fleuve, où on va avoir Sancerre et Pouilly-Fumé, parce que c'est pour moi les plus grands sauvignons blancs que nous avons de France et qui sont reconnus dans le monde entier. Et puis autour de Tours, avec le Chenin et le Cabernet Franc, si on veut, un vin blanc ou un vin rouge, et qui sont des vins beaucoup plus, on va dire, le Chenin va être très minéral, un petit peu comme un chardonnay, mais il a sa propre typicité. Et le Cabernet Franc va être un vin qu'on va travailler beaucoup sans bois, parce que il est très fruité. C'est des vins excessivement fruités, très chargés en fruits rouges, en cassis, en groseille, et ce sont des vins qui sont très, très appréciés au Brésil et qui s'exportent également dans le monde entier. Mais comme on écrit en bas, il y a aussi 24 variétés de cépages différents parce que on peut aussi planter beaucoup de choses le long de ce fleuve. La Loire a été véritablement le refuge de nos rois de France lorsqu'ils se réfugiaient pour quitter Paris, mais ils ont construit également tous ces châteaux qui véritablement on va dire, essaime sur toute cette région qui est une région magnifique, touristique, de grande gastronomie, à 2 heures, 2 heures et demie de route de Paris. Donc c'est aussi une région très très proche de Paris. Une petite région que nous avons oubliée en passant de l'Alsace à la Bourgogne et en descendant vers la vallée de la Côte-du-Rhône, ce sont les vins du Beaujolais. Donc le Beaujolais, c'est une toute petite région qui en fait a une typicité particulière, parce que comme vous voyez sur la carte, elle s'insère entre la Bourgogne et
la vallée du Rhône. Et c'est une région qui va planter un cépage unique qui est la gamay ou le gamay noir. Et c'est assez intéressant parce que on va penser toujours Beaujolais, Beaujolais nouveau, donc ces vins un petit peu jeunes qui, à mon avis, n'ont aucun intérêt parce que, à part le marketing et de faire connaître la région Beaujolais dans le monde entier, aujourd'hui, la région Beaujolais, c'est avant tout 10 crus. Et ce sont des crus qui travaillent exclusivement dans chaque village. Donc, il y a 10 villages qui sont reconnus comme des crus de Beaujolais et qui vont donner, on va dire, naissance à des vins excessivement structurés avec un seul cépage qui est la gamay. C'est exceptionnel de voir comme je disais en introduction, comme le fait d'avoir un terroir et des hommes rend à un seul cépage des signatures totalement différentes. Sur les 10 crus, certains que vous connaissez, les Moulins à Vent, les Régniers, les Morcons, vous avez Brouilly, Côte de Brouilly, ce sont des Saint-Amour, ce sont des crus qui font rêver et qui sont finalement de petits villages à 20 kilomètres l'un de l'autre qui travaillent le même cépage, mais le sol, par des mouvements technologiques de siècles, mais il y a des siècles et des siècles, fait que le sol de Beaujolais a énormément bougé et fait que vous avez véritablement hein, une structure tectonique qui donne à la gamay une façon de s'exprimer totalement différente en fonction du village. Et ça, c'est fabuleux. Vous prenez votre voiture, vous passez d'un village à un autre, vous avez le même cépage, le vin est totalement différent. Et c'est d'une richesse, et ça prouve ce que je disais en entrée, c'est que le sol et l'homme, avec un même cépage, donc après cette notion de terroir, fait que vous avez une richesse incomparable et une diversité que je pense aucune région française n'a, sauf le Beaujolais. Je vous incite à visiter cette région parce qu'avec un cépage qui n'est pas très connu, qui en fait est utilisé un petit peu en Loire, mais qui fait plutôt, on a l'image d'un vin léger, c'est totalement faux. Le Beaujolais, avec le réchauffement climatique, avec des étés beaucoup plus chauds depuis une dizaine d'années, fait des vins d'une structure, d'une finesse exceptionnelle. Et pour moi, c'est aussi, comme le Languedoc, des vins qui sont pas trop connus, en tout cas pas tellement au Brésil, et qui ont un rapport qualité-prix exceptionnel. Donc, c'est véritablement des vins qu'il faut connaître, il faut les apprécier. Ce sont, je ne sais pas si je l'ai écrit, plus de 2500 petits producteurs. Et là, il n'y a pas de groupe. Ce sont vraiment que des familles et des familles de... Il y a le papa, il y a la maman, il y a le fils qui va reprendre. En général, ils sont trois. Et c'est excessivement intéressant de se perdre dans une région très vallonnée qui est donc entre la Bourgogne, Dijon, Beaune. Vous descendez jusqu'à Lyon et vous traversez nécessairement la région de Beaujolais qui est toute petite. Alors, je ne sais pas si on va terminer par la Corse, mais peut-être, presque. On oublie toujours que nous avons une île magnifique qui s'appelle la Corse et qui n'est pas indépendante, qui fait partie de la France, même si les Corses aimeraient bien être indépendants, qui est donc au milieu de la Méditerranée. Elle est là, la Corse, vous voyez. Alors là, elle est peut-être un petit peu grande en taille par rapport à la France, parce qu'elle est quand même beaucoup plus petite si on la mettait à la taille réelle. Vous avez une île de montagne avec une de plus de 2000 mètres au centre de la Corse, donc c'est excessivement impressionnant parce que c'est comme si vous arriviez sur une île volcanique avec les Alpes au milieu, qui est du nord jusqu'au sud, et la colonne vertébrale de la Corse. Et les vins corses vont être plantés de chaque côté, surtout sur la côte est, qui en fait, de la côte est, vous voyez la côte de l'Italie. On est très très proche de la Toscane italienne. Et donc, en fait, vous avez une inspiration très italienne avec des cépages autochtones qu'on ne trouvera que en Corse, mais qui ressemblent à des cépages italiens, en tout cas qui ont une origine italienne. Et vous avez véritablement une typicité des vins corses qui aujourd'hui sont peu connus parce que ils sont pratiquement vendus, on va dire, à 75% sur le continent, comme diront les Corses, donc en France,
et une grosse partie est vendue sur place en Corse parce que vous avez une région excessivement touristique qui reçoit maintenant des touristes du monde entier, mais essentiellement aussi français encore. Mais il y a de plus en plus de touristes qui viennent du monde entier et vous découvrez donc l'été ces vins corses qui sont vendus dans tous les restaurants et qui sont véritablement très particuliers parce que, comme je le disais, vous avez le Nieluchu, le Scacciarello, la Syrah à la Grenache, mais que des assemblages avec ces cépages autochtones qui donnent aux vins corses deux aspects. C'est des vins qui peuvent être bu très froid, y compris le vin rouge, et qui ont surtout des degrés d'alcool, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est l'aspect maritime de l'île au milieu de la Méditerranée. Vous avez des vins qui sont très peu chargés en alcool, qui sont de 12 degrés en moyenne, et donc c'est très très agréable au Brésil de boire un vin rouge frais que vous pouvez servir à 14 degrés, voire même à 12-13 degrés, parce que il a peu d'alcool et en fait, il y a peu de tanins et vous ne cassez pas du tout le vin en le servant frais. Donc c'est aussi quelque chose, moi, qui me plaît énormément en Corse, c'est qu'on a une possibilité de sortir un peu du vin blanc frais ou du vin rosé frais d'été ou de piscine, comme on dit, et d'avoir un vin rouge de piscine. Et ça, c'est quelque chose exceptionnel que seule la Corse sait faire. Et pour moi, c'est une découverte. Je travaille beaucoup cette région. Elle se vend très, très bien au Brésil. Et je vous encourage à venir voir nos amis corses, qui de temps en temps sont un petit peu avec le sang chaud, parce qu'ils ont revendiqué un peu leur indépendance de temps en temps. Mais pour le moment, ils sont toujours français aussi. Voilà. Eh bien, ce n'était pas la dernière région, donc Marie, on continue. J'avais oublié les vins du Sud-Ouest, qui effectivement sont des vins aussi très particuliers. Donc le Sud-Ouest va être une région, on va le voir sur la carte, qui va en fait s'insérer entre le Languedoc et le Bordelais. Donc, quand vous allez vous quitter la région de Languedoc, Perpignan, Narbonne, et que vous allez sur Bordeaux, vous avez traversé la ville de Toulouse. Et lorsque vous avez passé la ville de Toulouse, entre Toulouse et Bordeaux, vous allez retrouver tous ces vins de la région du Sud-Ouest. Également en allant vers le Pays Basque, vous avez également un certain nombre de régions viticoles. Alors, quelle est la spécificité de la région du Sud-Ouest? C'est que vous avez, on va dire, des vins très particuliers, alors comme le Jurançon, comme le Matiran, également l'Armagnac. Donc, vous avez c'est pareil, c'est une culture très historique. Ce sont des cépages autochtones. Ce qui va ressembler le plus à ce que l'on connaît en Amérique du Sud, c'est que c'est la région aussi où a été planté le Malbec ou la Malbec française. Donc, vous avez toute la région de Cahors qui fait partie de cette région du Sud-Ouest et où est né le Malbec. Donc, le Malbec qui est né en France, qui après a été planté en Argentine et aujourd'hui est devenu le cépage principal des vins argentins. Mais vous avez une définition du Malbec en France qui va être beaucoup plus facile à boire parce qu'il va être moins chargé en alcool, contrairement aux vins argentins qui sont en général beaucoup plus tanniques. Le Malbec français ne passe pas nécessairement en bois, contrairement au Malbec argentin où il travaille beaucoup la vinification. Donc vous avez une nature du ou de la Malbec, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin en français, qui on va dire, être beaucoup plus dans le fruit en France. Vous avez également dans cette région un cépage qui est très connu et qui est le cépage roi de l'Uruguay, qui est le Tanat. Tanat également, alors je ne sais pas si l'origine est française, mais en tout cas est planté dans cette région. Et un des cépages pour faire le Madiran, hein, qui est un vin que l'on va boire avec notre cassoulet, qui est quand même un très grand plat régional de de la région sud-ouest, et où vous trouvez également le Tanat. Donc ce sont des vins très complexes parce qu'ils vont avoir des assemblages de Tanat, de Malbec, vous allez avoir du gros Mansan, du petit Mansan, donc à nouveau toute une variété de cépages que l'on va retrouver que dans cette région. On ne les trouve nulle part ailleurs. Et c'est ce qui fait un petit peu la caractéristique de cette région qui n'est pas très connue à l'export parce que c'est vraiment une consommation locale. On va retrouver très peu de flux export sur sur cette région qui va avoir également
j'allais dire, une connaissance en France avec le cognac, entre guillemets, local, que ce n'est pas le cognac qui est au nord de Bordeaux, c'est la région de l'Armagnac, qui est également un spiritueux, j'allais dire, ancestral, qui existe depuis des siècles en France et qui est né dans cette région. Voilà, donc vous avez une région peu connue, on va dire. Il faut vraiment euh, prendre l'autoroute entre le Languedoc et Bordeaux pour traverser une partie de cette région ou aller vers le Pays Basque pour retrouver également une autre partie de ce vignoble. Donc à nouveau, très, très intéressant parce que vous allez retrouver l'origine de certains cépages qui sont très, très utilisés en Amérique du Sud. Voilà, donc je crois qu'on a fait un tour. Je ne sais pas à quelle heure il est, mais si je pense que c'est à peu près dans les temps pour que vous ayez envie de venir visiter cette diversité, comme vous avez pu le comprendre, de toutes nos régions viticoles françaises, parce qu'il y a énormément, énormément de cépages, énormément de terroirs qui font que chaque région a ses caractéristiques, aussi bien en travaillant le monocépage, en travaillant l'assemblage pour faire des vins plus techniques, plus complexes, et surtout en respectant les cépages qui sont utilisés dans ces régions, avec évidemment la passion de nos vignerons. Donc, pour ceux qui voudront se joindre, nous avons, comme je l'ai dit en introduction, la continuité de la semaine du goût, mais cette fois-ci en présentiel. C'est quand même plus intéressant pour goûter des vins que de se retrouver en call. Nous présenterons 4 vins différents de 4 régions différentes, de la Bourgogne, de la Provence et de Bordeaux, pour avoir toutes les couleurs des vins aussi, des rouges, des blancs, des rosés samedi après-midi, avec également d'autres stands de gastronomie. Et puis, je vous rappelle aussi que demain, vous aurez un masterclass, mais cette fois-ci de gastronomie, par mon ami Jackie Callier, qui va vous présenter comment faire une soupe à l'oignon. Ça me donne très faim. Je suis à Paris, là il est très tard, il est minuit et demi déjà, mais, mais pour vous, vous avez encore le temps de déjeuner, de dîner par contre, avec l'horaire brésilien. Voilà, je vous remercie pour votre attention et s'il y a quelques questions, évidemment, j'aurai plaisir à y répondre. Marie, tu reprends la main. Oui, bah, merci Philippe. Et pour l'instant, il n'y a pas de questions. Beaucoup de personnes qui disent merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez quelques questions à le C'est poser très dans le... bien, comme il est minuit et demi pour moi, c'est parfait. Voilà. C'est bon. Bon, eh bien, si j'ai été complet, en tout cas, c'était une petite introduction. On pourrait évidemment passer beaucoup plus de temps, vous l'avez compris, mais c'est pour vous donner envie de vous rapprocher de notre culture viticole française. Et le samedi, vous pourrez venir poser vos questions. Il y aura l'équipe, il n'y aura pas Philippe, mais il y aura l'équipe de chez France qui pourra répondre à vos questions si vous avez des questions sur les vins. Oui, malheureusement, je suis arrivé ce matin